de webinaire. Voilà, donc l'enregistrement a démarré. Comme indiqué pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, laissez votre caméra éteinte. Alors, il y a d'autres personnes qui arrivent. Bien, bonjour aux participants qui viennent de nous rejoindre. On est en train de démarrer le webinaire de découverte de l'EFC. Alors, je jongle entre deux écrans. Je viens de lancer l'enregistrement de la séquence. Donc, comme indiqué aux autres participants, si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, je vous invite à couper votre caméra, mais également à laisser votre micro éteint pour le moment. En préambule, je vous invite à découvrir le déroulé de la session d'aujourd'hui. On va commencer par un rapide tour de table pour se connaître les uns et les autres. Ensuite, le webinaire va s'articuler autour de 3 temps. Un premier temps d'environ 10 à 15 minutes durant lequel j'introduirai les différents concepts et notions de l'EFC, notamment pour les personnes qui découvrent ce matin. Ensuite, je donnerai la parole à Martial, donc dirigeant de CERU Ingénierie, qui a suivi un parcours de formation à l'EFC, qui aujourd'hui est engagé dans une trajectoire et donc qui nous fera part de son retour d'expérience au travers de son témoignage. Et je vous propose également, au fur et à mesure, si vous avez des questions, de les taper dans le chat, de manière à ce qu'on s'accorde un temps d'échange une fois que Martial aura fait son témoignage, de manière à pouvoir échanger sur, voilà, sur ce qui vous interroge justement au travers de ce retour d'expérience et qu'on puisse avoir un échange en fin de webinaire sur le sujet. Et durant les dernières minutes, je vous présenterai également quels sont les outils qu'on propose au niveau du club. On propose à la fois une formation et la possibilité aux dirigeants d'entreprise de rejoindre le club UFC. Donc, je vous expliquerai un petit peu les modalités de notre fonctionnement à ce niveau-là. Alors, je vous propose qu'on démarre tout de suite le webinaire avec un petit tour de table. Donc, vous pouvez rallumer vos micros pendant quelques minutes. Et je propose à ce que chacun à votre tour, vous vous présentez, donc prénom, nom, tout simplement, votre organisation et quelles sont les raisons pour lesquelles, vous avez souhaité vous inscrire à ce webinaire ce matin. Donc je vais donner la parole, directement. Donc je propose qu'Estelle démarre et que vous preniez chacun, voilà, 20 à 30 secondes pour nous indiquer qui vous êtes et pourquoi vous êtes là ce matin. Je propose d'écouter Estelle pour démarrer. Bonjour, donc Estelle Grand. Moi, je travaille à l'agence de développement d'Alsace, l'ADIRA, en tant que chef de projet développement territorial et appui aux collectivités depuis début janvier. Donc voilà, l'objectif pour moi est de découvrir le club, le FC et de voir un petit peu ce qui se pratique. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vais donner je vais attribuer la parole directement en fonction de l'ordre dans lequel vous apparaissez à l'écran. Donc, je propose qu'on entende Noémie également. Bonjour à tous, Noémie Maignan, moi je suis basée à Nancy. Je travaille dans le milieu de la recherche clinique pour plus très longtemps là. Et j'ai une double casquette, je suis chargée d'affaires, mais surtout là, je viens avec la casquette de responsable RSE. Et donc, mon intérêt aujourd'hui, c'est de renforcer un petit peu mes connaissances sur ce concept de FC, qui pour moi a un lien direct avec les piliers de la RSE qu'on connaît par ailleurs. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, je propose qu'on écoute maintenant Amélie. Alors bonjour à tous, Amélie Boucher, donc je suis basée à Mâcon, donc dans une entreprise qui fait de la programmation et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Avant ça, j'étais dans le sud de la France à mon compte et j'avais fait le SAS EFC avec Terre de FC Vaucluse. Donc je connais le principe de l'EFC et je voulais voir un peu ce qui m'intéressait particulièrement, le témoignage de CERU Ingénierie, voilà, plutôt dans la partie concrète, appliquée, j'allais dire. Bien, merci beaucoup Amélie. Je propose qu'on écoute Hélène. Bonjour tout le monde, donc je suis Hélène Le Tourneau pour l'entreprise Publirelief. On est franchisé Signarama et je m'incruste un peu aujourd'hui parce qu'on est à Orléans, donc pas dans le Grand Est, mais comme dès que je vois un truc avec EFC dedans, je clique dessus, je suis là. Et on a fait un parcours formation-action avec Necoe
l'année dernière. Et donc, on est en chemin pour transformer notre modèle économique. Donc, je suis toujours très friande d'entendre des témoignages d'autres personnes. Merci beaucoup, Hélène. Alain, on vous écoute? Bonjour, Alain Spiner, je suis directeur des opérations d'un groupe hôtelier à Strasbourg, franchisé Accor, et dont fait partie également l'hôtel Tandem Place de la Gare, qui est un hôtel éco-responsable avec une grosse RSE sur cet hôtel-là et sur le groupe en général. Et je viens aujourd'hui parce que je ne connais pas le FC, mais il y avait Martial, donc comme je le connais, c'est toujours des très bonnes paroles à entendre. Merci, Voilà, Alain. ça lance bien la journée, en fait, c'est ça. Bien, merci beaucoup, Alain. Alors, je propose qu'on écoute Dominique. Oui, bonjour à tous. Dominique Firinga, donc basée à Mâcon comme Amélie. C'est Amélie qui m'a transmis ce document. Moi, je suis un bureau d'études spécialisé en économie circulaire et donc en cours de formation avec la région Bourgogne. Et donc, friande, pareil, de témoignages voilà, concrets pour avancer. Voilà, merci. Merci à vous. Meggy? Oui, bonjour à tous. Meggy Gombert, donc je suis basée dans les Ardennes. Je suis encore pour 2 mois responsable territoire dans une association et je suis en cours de création de mon entreprise dans tout ce qui est économie circulaire, développement durable. Donc très curieuse de découvrir le FC et le sujet du webinaire d'aujourd'hui m'a parlé directement. Donc plus qu'à écouter. Très bien. Merci beaucoup. Alors, il y a également Sophie Muller qui est avec nous ce matin, qu'on écoute. Oui, bonjour à tous. Donc, Sophie Muller, je suis présidente de la société Terre Berbère. Donc, nous sommes producteurs d'huile d'argan biologique au Maroc et distributeurs de ces cosmétiques à base de l'huile d'argan, donc dont le siège est basé à Strasbourg pour les marques Igran Cosmetics et Igran Spa. Donc, mon objectif, justement, c'est vraiment le retour d'expérience de Martial, que je connais également et que je suis donc ravie d'écouter et de voir comment, en fait, tous ces retours peuvent également faire écho à notre activité et comment notre modèle il peut encore devenir plus vertueux. Voilà. Très bien, merci beaucoup, Sophie. Alors, il me semble qu'il reste encore Étienne. Étienne, on t'écoute également. Oui, bonjour Delphine, Étienne Barillet, je suis un corélégionnaire de Martial, je fais partie du club EFC, j'ai fait un accompagnement il y a de nombreuses années, je suis toujours dans ce cheminement et je suis là aujourd'hui pour écouter mon ami Martial, parce que, spoil, je fais partie de ceux qui feront le prochain webinaire. Donc je veux aussi voir comment ça se passe. Exactement, on aura le plaisir également d'animer un webinaire avec Martial durant le mois d'avril. Avec Étienne. Pardon, avec Étienne, oui. Alors, est-ce que j'ai fait le tour? Est-ce que tout le monde s'est exprimé ou est-ce qu'il y avait encore des personnes? Il y a Marie Tournier également qui est là. Oui, bonjour, désolée. Désolée pour le retard. C'était un petit tour de table, c'est ça? C'est ça, Marie. Et du coup, moi, je fais partie de l'Initiative Durable en charge de l'animation du réseau des adhérents en matière de RSE. Bon, merci beaucoup, Marie. Alors, est-ce que j'ai donné la parole à tout le monde? Je crois que oui. Alors, on va continuer sur la suite du programme. Donc, c'est moi qui vais animer le webinaire ce matin, en tant qu'animatrice du club EFC Grand Est. Et donc, comme je vous l'ai indiqué lors du déroulé tout à l'heure, Martial nous fera part de son retour d'expérience. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de vous présenter l'action du club en quelques mots et ensuite d'introduire les grands concepts de l'EFC. Alors, pour votre information, le club existe maintenant depuis 4 ans. Il a été créé par Initiative Durable. On a plusieurs partenaires financiers et institutionnels qui sont la région Grand Est, l'ADEME, l'ADREAL, la CCI ainsi que l'Eurométropole de Strasbourg. En 2022, nous avons accueilli 12 adhérents au sein du club, dont Martial et Étienne font partie, qui sont avec nous ce matin sur ce webinaire. Et, au niveau du profil de ces adhérents, on est plutôt sur des TPE, PME, tout secteur d'activité confondu. Et l'originalité de cette promotion, c'est que la quasi-majorité des dirigeants ont fait au préalable un parcours de formation à l'EFC qu'on propose chaque année et dont je vous reparlerai en fin de webinaire, de manière à sensibiliser
former les dirigeants d'entreprise à cette approche qu'est l'EFC, de manière à ce qu'ils puissent eux-mêmes s'engager dans une trajectoire et donc transformer leur modèle économique. L'objectif du club aujourd'hui, c'est de faire la promotion et le développement de l'EFC sur la grande région. Et donc, nous menons différentes actions qui sont d'une part la sensibilisation autour du concept de l'EFC, donc comme on est en train de le faire ce matin autour de ce webinaire. Une autre action autour de l'animation des réunions collectives des adhérents, donc ce qu'on va appeler tout simplement les clubs, qu'on organise une fois par trimestre sur le sujet, sur un sujet choisi par les dirigeants membres du club. Donc ça peut être la gouvernance, la coopération, la rémunération des commerciaux par exemple, qui sont des sujets qu'on a traités dans le passé. Et dernière action qu'on mène avec le laboratoire d'intervention et de recherche à Thémis, qui est l'accompagnement individuel des membres du club de manière à les soutenir dans leur trajectoire EFC. Alors, je crois juste que j'ai une nouvelle personne qui est arrivée. Je vais juste la laisser rentrer. Et on va poursuivre. Alors, une petite introduction sur les concepts de l'EFC, de manière à ce que vous compreniez un petit peu de quoi on parle en préambule. Alors, quelques éléments de contexte préalable. Donc, sur le schéma de gauche, vous avez le développement durable. Voilà, on a fait une petite représentation des 3 piliers du développement durable. L'EFC, il faut savoir que c'est un outil qui est une réponse finalement au pilier économie du développement durable. L'idée qui se cache derrière ce pilier, c'est de développer des impacts positifs, de contribuer aux objectifs du développement durable et du coup d'aborder les différents piliers du développement durable en nourrissant le pilier économique. Donc derrière ce pilier éco, on va trouver l'EFC pour l'économie de la fonctionnalité de la coopération, qui est une réponse pour soutenir le développement d'une entreprise ou d'une organisation, une réponse parmi d'autres. Donc parmi ces autres réponses, donc là on bascule sur le schéma qui est sur votre droite, qui va représenter les différents piliers de l'économie circulaire, qui sont au total de 7. Vous allez retrouver en vert l'EFC, qui est donc une solution intéressante pour une entreprise qui souhaite s'engager dans le développement durable, qui souhaite être davantage responsable. Mais vous avez d'autres outils à votre disposition, qui peuvent être l'éco-conception, la consommation responsable, etc., etc. Donc, je pense que vous êtes déjà plutôt sensibilisés à ces différentes notions. Mais voilà un petit peu où on va venir ranger l'EFC. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'EFC va également venir nourrir différents objectifs du développement durable, en particulier le 8 et le 12. Donc, ces objectifs du développement durable, qu'on appelle plus couramment les ODD, ont été établis pour désigner les 17 objectifs établis par les États membres des Nations Unies, qui sont donc rassemblés derrière l'agenda 2030. Alors maintenant, on va vous parler d'EFC. Alors, c'est quoi l'EFC? Donc, en introduction, l'EFC, donc l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Alors, il faut savoir qu'avant tout, l'EFC, c'est une approche, c'est un référentiel, une boîte à outils. L'EFC va venir se baser sur la volonté de penser un nouveau modèle économique en entreprise qui soit davantage en phase avec les enjeux de transition écologique et donc plus respectueux des êtres humains. Alors, pourquoi est-ce qu'une entreprise ou une organisation souhaite changer son modèle économique? Pourquoi est-ce qu'elle ne veut plus faire finalement comme avant? Eh bien, c'est bien souvent en raison de différentes difficultés, impasses ou limites qu'elle peut rencontrer, qui sont posées par le modèle économique actuel. Vous avez certaines limites qui apparaissent à l'écran, derrière le petit emoji qui fait la tête. Voilà, alors ces différentes difficultés, ça peut être une concurrence exacerbée, l'épuisement des ressources de la planète, une course au volume, une compétition qui est de plus en plus accrue au niveau de sa concurrence. Et donc, un chef d'entreprise qui va s'intéresser à l'EFC, finalement, il va se dire qu'il n'a plus envie de faire de cette manière-là, qu'il y a peut-être une autre manière de faire, notamment parce qu'il souhaite faire évoluer son modèle d'entreprise de manière plus pérenne. Et donc, l'EFC peut venir apporter une réponse. Alors, il faut savoir que depuis les années 80, on est vraiment sur des dynamiques de production qui sont largement dominées par la concurrence, par la prédation sur les ressources, par des logiques malheureusement très souvent court-termistes. Voilà, ces différentes logiques peuvent avoir des effets pervers sur les régulations écologiques et dans nos rapports sociaux. Et c'est en raison de ce contexte que l'EFC vient proposer une solution. Donc, ce n'est pas non plus une solution magique, mais c'est un référentiel
voilà, qui reste avant tout une source d'inspiration pour faire autrement. Et donc l'idée, en se basant sur cette boîte à outils, c'est de pouvoir imaginer un nouveau modèle de développement économique qui met vraiment, en son cœur, finalement, la pérennité de son entreprise et pour les organisations comme les collectivités, la résilience de son territoire. Alors pourquoi et comment on peut, changer son modèle économique? Alors on peut essayer de le rendre plus vertueux grâce à l'EFC, parce que l'EFC finalement va se donner pour objectif de remettre de la coopération au cœur du modèle économique de l'entreprise. On va intégrer les différentes parties prenantes autour de la table, donc bâtir ou rebâtir un écosystème autour de son activité. Voilà, en intégrant, différents acteurs, hein, qui peuvent être, ses fournisseurs, ses clients, mais également son territoire, des structures associatives, le secteur public, le secteur privé, les citoyens. Donc on essaye par la coopération derrière l'EFC, voilà, d'interroger différentes parties prenantes qui mènent différentes actions à différentes échelles. Par exemple, lorsqu'on parle du sujet de la mobilité durable, voilà, on va considérer que la mobilité va constituer une alternative crédible à la voiture individuelle parce elle peut se décliner de différentes manières, soit à l'échelle de la vie quotidienne, mais également à l'échelle d'un bassin de vie ou encore à l'échelle régionale ou nationale. Donc l'EFC, est finalement une réponse, aux différents objectifs du développement durable et donc on va essayer, comme vous le voyez derrière l'emoji, de donner plus de qualité au travail, de redonner du sens, à ce qu'on fait en entreprise. On va également interroger, sa RSE, on essaye, voilà, de développer des valeurs utiles finalement, en re-questionnant son modèle économique. Donc ça, c'est vraiment pour, les grands principes de l'EFC. Alors l'ADEME va également proposer une définition, de l'EFC qu'elle définit dans une note, de 2017. Et donc là, je vais vous dire, tout simplement la manière dont a été introduite l'EFC, au travers de l'ADEME. Donc l'économie de la fonctionnalité va consister à fournir aux entreprises, individus, territoires, ce qu'on va appeler des solutions intégrées de biens et de services qui vont reposer sur la vente d'une performance d'usage ou d'un usage et non pas sur la simple vente d'un bien. Donc ça, c'est une notion qui est assez importante en EFC. Les solutions doivent permettre une moindre consommation des ressources naturelles dans une perspective d'économie circulaire, donc on l'a vu tout à l'heure, un accroissement du bien-être des personnes et un développement économique. Donc là, on est vraiment sur une première définition. Il faut savoir également que depuis 2014, le référentiel de l'EFC s'est enrichi, notamment grâce aux travaux du laboratoire d'intervention et de recherche Atemis, donc qui anime et qui accompagne les entreprises formées à l'EFC à nos côtés. Donc Atemis a enrichi le référentiel avec le C de coopération. Alors c'est une dimension qui s'est avérée au fur et à mesure des expérimentations et des retours d'expérience, un élément vraiment central pour les entreprises comme au niveau des territoires. Pour les entreprises, il y a un premier enjeu qui est celui de faire évoluer leur rapport au travail, donc notamment à travers l'organisation réflexive, hein, qui est également un outil que vient proposer l'EFC, en favorisant la reconnaissance du travail. Voilà, on voit le travail comme un levier de santé et d'innovation au service des différentes dynamiques de transformation. Alors, autrement dit, avec l'EFC, on va se concentrer sur la vente de solutions et leurs fonctionnalités plutôt que sur la vente du bien en lui-même. Donc, je vais vous donner quelques exemples. En EFC, on bascule souvent, voilà, au lieu de vous vendre une voiture, on va vous vendre une solution de mobilité, par exemple le pass mobilité ou l'offre proposée par Cities. Au lieu de vendre une chaudière, on va plutôt s'interroger sur, son confort thermique, donc comme l'a fait l'entreprise Dumont Énergie. Donc là, je vous cite des entreprises, qui sont toutes inscrites dans une trajectoire EFC. Au lieu de vous vendre un produit chimique, je vais vous vendre une solution de sécurité hydrique et là, on aura l'occasion d'écouter le témoignage d'Odyssée dans quelques mois, qui est également, un membre du club EFC, hein. Ça, c'est des notions un petit peu, théoriques. Mais vous verrez au travers du témoignage de Martial tout à l'heure, de quelle manière on peut les retranscrire, dans une trajectoire. Alors juste pour conclure sur, cette introduction sur l'EFC, il y a différents, concepts qui sont vraiment au cœur de la réflexion lorsqu'un dirigeant d'entreprise, s'engage dans une trajectoire EFC. Donc je vais vous en présenter 3.
Alors, le premier concept, c'est celui des différents registres du modèle économique. Alors, ils sont au nombre de 6 en EFC. Ces différents registres vont permettre de repérer les différents écarts qui existent entre la valeur formelle et la valeur réelle de l'entreprise. C'est-à-dire en EFC, on considère que lorsque vous rédigez un devis, lorsque vous faites une facture, ce qui transparaît sur votre plaquette, eh bien, tout ça relève du formel, mais il se passe également pas mal de choses dans le réel. Parfois, la valeur se crée dans le réel, elle n'est pas toujours suffisamment valorisée. Donc, on va essayer déjà de repérer ces écarts, donc derrière la gouvernance, la proposition de valeur, derrière les différents registres que vous voyez à l'écran. Évidemment, on va souvent commencer ce travail, finalement de diagnostic qui va permettre également d'identifier les principales difficultés d'une entreprise, mais également ses opportunités. Donc derrière sa proposition de valeur, voilà, de quelle manière est-ce qu'elle est organisée, que ce soit en interne ou externe, comment est-ce qu'elle contractualise avec ses clients. Voilà, tous ces différents registres, donnent leur singularité à l'entreprise et donc c'est, un premier outil derrière lequel on va finalement établir un premier diagnostic de l'activité économique de l'entreprise, voilà, de manière, comme j'ai dit, à repérer tous ces écarts entre le formel et le réel. Donc ça, c'est un premier concept important en EFC. Un second concept, c'est celui en fait des externalités et des effets utiles. Donc là, on rentre sur un vocabulaire un tout petit peu plus technique. Alors, de quoi on parle finalement quand on parle d'une externalité? Eh bien, on va parler des effets ou des impacts positifs ou négatifs, intentionnels ou non intentionnels, qui sont générés par l'activité économique d'une entreprise. Alors, une fois qu'on les a identifiés, on va voir de quelle manière est-ce qu'on peut corriger les impacts négatifs que l'on va générer et de quelle manière on pourrait également réintégrer les impacts positifs dans sa stratégie d'entreprise. Voilà, donc ça, c'est également une notion qui est assez importante en EFC et identifier ces externalités va également permettre d'identifier les effets utiles, donc qui peuvent être générés par son activité et donc ça, c'est également quelque chose d'assez intéressant. Alors, de quoi est-ce qu'on parle lorsqu'on parle d'un effet utile? Je vais vous donner 2 exemples. Alors, le premier, c'est celui, d'un maraîcher. Voilà, donc vous connaissez tous l'activité du maraîcher qui peut proposer une production de fruits ou de légumes. Eh bien, en parallèle, le maraîcher peut proposer également des conseils pour une alimentation plus saine et équilibrée qui va influer sur votre santé, sur votre bien-être et peut-être même créer du lien social entre, les différents habitants du territoire. Et là, on va parler d'un effet utile qui est créé par l'entreprise au bénéfice d'un territoire. Un autre exemple, voilà, pour donner un petit peu de relief sur ce jargon un petit peu technique, serait celui d'une femme de ménage que vous employez. Et bien, de quelle manière est-ce qu'elle va générer des effets utiles une fois qu'elle aura terminé son travail? Eh bien, elle va finalement donner plus de qualité de vie à la personne qui l'emploie, une meilleure qualité, un meilleur confort de vie. Pourquoi? Parce qu'il y aura plus de tranquillité, plus de sérénité, on va gagner du temps, etc. Donc en EFC, on pose toujours la question des effets utiles qui sont générés par l'activité économique. Parfois, ils sont cachés, parfois on les connaît mal. Et on arrive également à poser la question de la dépense acceptable, qui est un élément assez important en EFC. Qu'est-ce que le client est prêt à payer une fois que l'on a considéré finalement les effets utiles qui sont générés par son activité? Un dernier concept avant de donner la parole à Martial, qui est celui des ressources immatérielles. Alors, les ressources immatérielles, elles sont au nombre de 4, hein, vous les voyez en rouge à l'écran sur la droite. Eh bien, comme les 6 registres du modèle économique qu'on a vu tout à l'heure, ces ressources, elles vont former la singularité également d'une entreprise. On parle de ressources immatérielles pour qualifier donc la santé des travailleurs en entreprise, pour qualifier leurs compétences, mais également les liens de confiance ou de pertinence qu'on peut tisser avec les différentes parties prenantes. C'est important voilà, d'identifier quelle est la valeur finalement de ces ressources dans son entreprise et dans son organisation, en interne comme en externe. Ces ressources-là sont intangibles, donc c'est difficile à mesurer, c'est pas toujours facile à chiffrer et on va venir les opposer aux ressources matérielles. Alors pardon, il y a une faute à l'écran, qui sont elles-mêmes mesurables et plus facilement identifiables. Une fois qu'on a identifié ces différentes ressources,
l'objectif finalement, ça va être de porter davantage d'attention à ces ressources parce qu'on considère qu'elles vont également venir soutenir le développement économique de l'entreprise. Donc une attention et une vigilance accrue à ce niveau-là. Un dernier schéma avant de passer au témoignage de Martial, qui est celui de l'effet ciseau, qui est également important en EFC. Eh bien, dans la définition de l'EFC qu'on a vu tout à l'heure, on a vu finalement qu'on cherchait le passage d'une transaction liée à un bien ou un service à celui d'une contractualisation qui porte sur une performance d'usage, donc du bien, des effets utiles. Donc, on va rechercher, on vient de le voir, l'augmentation de la valeur servicielle, de manière à augmenter sa performance d'usage. En conséquence, on va utiliser moins de ressources matérielles pour atteindre son résultat, puisqu'on va essayer de développer finalement toutes ces ressources immatérielles. Donc ça, ce sont vraiment des concepts, les concepts principaux de l'EFC. Voilà, donc on aura l'occasion peut-être d'y revenir si vous avez des questions en fin de séquence. Mais je vais maintenant donner la parole à Martial, qui a suivi une formation qui s'appelle le SAS d'acculturation à l'EFC, qu'on propose chez Initiative Durable et donc avec le club, de manière à ce que vous puissiez appréhender de quelle manière Martial s'est inspiré de ces différents concepts qui sont quand même assez théoriques à la base, pour faire évoluer son entreprise. Donc, je vais donner la parole à Martial, qui va d'abord vous présenter l'entreprise Ceru. Et surtout, n'hésitez pas, au fur et à mesure du témoignage, à me faire part de vos questions dans le chat, de manière à ce que je puisse les recenser et qu'on puisse avoir un petit temps d'échange en fin de webinaire. Martial, c'est à toi. Donc, quelques mots d'abord pour présenter Ceru à celles et ceux qui ne connaissent pas l'entreprise, et ce qui va permettre de mieux comprendre ce qu'on a développé comme service en économie de la fonctionnalité et de la coopération. Ceru, c'est une société d'ingénierie, du bâtiment et des infrastructures. Notre cœur de métier, c'est la maîtrise d'œuvre. Et nous participons à la conception de projets, que ce soit dans le bâtiment ou les infrastructures, depuis les premières études, j'allais dire depuis la page blanche, jusqu'au suivi complet de l'exploitation, c'est-à-dire qu'on va vous accompagner également sur la mise en service des différents équipements et leur optimisation afin de diminuer leur consommation, par exemple. Et donc, pour ça, on dispose en interne de multispécialistes dans les différents domaines qui sont nécessaires à l'art de construire. On désigne un chef de projet qui va être l'interlocuteur unique sur le projet. Tu peux passer, Delphine, et qui va se charger de la synthèse et de la coordination entre les différents corps de métier. Donc, dans le domaine de la structure, on va par exemple de plus en plus travailler sur des bétons bas carbone, sur la terre crue. En infrastructure, on va vous proposer les solutions d'infiltration en gestion intégrée des eaux pluviales. Dans tout le domaine de l'énergie, on va vous proposer des bâtiments passifs ou des rénovations qui sont très performantes du point de vue de la consommation énergétique, qui permettent également de réutiliser des matériaux, par exemple des cloisons, des fenêtres existantes. Et puis, on a également la compétence pour tout ce qui est lié aux nouvelles énergies, que ce soit le photovoltaïque, la géothermie, la chaudière bois, etc., avec un accent qui est mis sur de la rénovation lorsqu'on est sur du bâtiment existant très performante énergétiquement, qui va parfois le plus souvent possible au-delà des réglementations, et sur de l'existant, du neuf, pardon, des bâtiments qui sont là systématiquement au-delà de ce qu'impose la réglementation pour permettre des consommations énergétiques en nette baisse par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui sur les bâtiments qu'on a construits ces dernières années en tout cas. Nous permet d'intervenir, tu peux passer Delphine, dans tous les domaines de la construction, que ce soit de la santé, du parking. On fait 45% de notre chiffre d'affaires dans le domaine privé, donc auprès d'industriels, auprès d'hôteliers. On est des régionaux, on travaille en Alsace,
en Lorraine et un peu autour de Reims. Et 20% du chiffre d'affaires est réalisé dans le domaine des transports publics, tels que des tramways, des bus à haut niveau de service ou des réseaux de pistes cyclables sur les mobilités douces. Et le reste, les 30% restants, un peu plus de 35%, c'est tout ce qui concerne les équipements publics, donc que ce soit dans l'enseignement, la culture, avec des théâtres, des rénovations d'opéra, des choses comme ça. Et donc, on a développé une palette d'outils qui nous permet de fiabiliser le projet et de garantir une qualité, un délai et un coût dans la réalisation. Grâce au BIM, donc la maquette numérique, tous nos projets sont faits en maquette numérique, donc en 3D avec un renseignement des différents équipements sur la maquette. La formation continue qui nous permet de garantir d'être toujours au top niveau dans le respect des normes, dans l'anticipation des réglementations à venir. Et puis le dernier pilier qui est le lean management, et j'y reviendrai puisque ça a été, le lean a été le cœur du développement de notre projet en termes de FC. C'est-à-dire qu'on avait mis en place une démarche de lean office, d'amélioration continue en interne, notamment pour accompagner l'ensemble des collaborateurs sur la résolution de leurs problèmes, c'est-à-dire que comment j'enlève le caillou qui est dans la chaussure et qui m'empêche de marcher convenablement. Et donc, tout ce processus, tous ces outils qu'on avait mis en place en interne, on les a sortis de nos murs pour les développer sur les chantiers. Et ça a été l'objet de notre démarche en économie de la fonctionnalité et de la coopération. Bon, voilà, donc petit clin d'œil. On sait tous qu'un projet de construction, c'est une aventure avec un niveau de stress assez élevé. On vous propose de partir à l'aventure avec nous, mais en toute sérénité. Le problème que l'on avait et qui nous a amené à réfléchir autrement, c'est que on était dans un modèle économique qui était toujours la même, c'est-à-dire dans les appels d'offres publics, c'était systématiquement le moins cher qui gagnait, avec un effet de concurrence qui était une baisse des prix. C'est-à-dire d'année en année, les prix étaient toujours de plus en plus bas, alors que la compétence technique et que la difficulté technique sur les projets est toujours plus importante, notamment avec les nouvelles réglementations thermiques. Et puis, on avait sur les chantiers une pression toujours plus importante en termes de délai, c'est-à-dire qu'on construit nos projets dans des délais qui sont toujours plus courts. Mais 70% des chantiers en France ne se terminent pas dans les délais ou dans les coûts ou dans la qualité. La plupart du temps, c'est les trois ensemble. Et donc, l'ensemble des équipes de CERU connaissaient une pression de plus en plus forte. Hein. Je voyais régulièrement nos conducteurs de travaux revenir des chantiers avec la boule au ventre parce que les réunions de chantier se passaient mal, dans une ambiance très difficile avec... c'est en gros celui qui criait le plus fort qui avait raison, quoi. Et donc, c'était pas du tout en phase avec les valeurs qu'on développe dans l'entreprise. Et j'ai fait la formation EFC pour trouver pour essayer de trouver des solutions à ces problèmes que l'on rencontrait et qui on ne voyait pas comment sortir du modèle avec les méthodes habituelles de réflexion ou de traitement des problèmes que l'on avait mis en place avec le Lean Office. Alors, je reprends juste la parole un court instant. Alors, effectivement, lors d'un accompagnement à l'EFC, on va en général démarrer par un questionnement sur les limites et principales difficultés qui sont rencontrées dans l'entreprise, hein, donc pas seulement au niveau de son organisation, mais également au niveau de ses relations, de quelle manière elle fonctionne avec les différentes parties prenantes. Et donc, Martial, tu disais que tu es venu chercher des réponses au travers de la formation à l'EFC. Peut-être est-ce que tu peux nous indiquer quelles étaient les limites peut-être que tu avais identifiées dans les autres outils que tu avais pu identifier et comment tu as entendu parler de cette formation qu'est-ce qu'elle les premiers signaux qui t'ont dit que tu pouvais faire autrement?
Alors, donc on est adhérent d'Initiative Durable, donc c'est par différentes interventions, rencontres liées à Initiative Durable que j'ai entendu parler de l'EFC. Nous, comme on est une société de services et que beaucoup de présentations de l'EFC sont faites en disant si vous vendez un produit, l'idée, ça va être de trouver comment on transforme ce produit en service. Au départ, moi, je ne voyais pas très bien ce que j'allais trouver dans l'EFC parce que nous, on vendait déjà du service. Et donc, j'y suis allé en me disant, de toute façon, on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Il faut qu'on arrive à trouver d'autres solutions, que ce soit pour les collaborateurs, mais également dans notre manière de fonctionner avec les architectes, les maîtres d'ouvrage, les entreprises, etc. Donc, je ne sais pas ce que je vais trouver à l'EFC. Mais en tout cas, c'est une piste qui m'intéresse de creuser parce que c'est peut-être c'est une autre manière de réfléchir et donc ça va m'obliger à changer la façon dont je me pose les questions et donc les réponses que j'arrive à trouver à ces questions. Très bien. Du coup, je propose qu'on passe à la prochaine question pour que tu puisses nous présenter, une fois que tu t'es engagé dans ce parcours et que tu as commencé à mener cette réflexion pour trouver ces fameuses solutions. Donc, quels ont été les premiers changements? Alors, en fait, nous, on a surtout travaillé le C de l'EFC, c'est-à-dire la coopération. C'est-à-dire comment réussir à ramener de la coopération sur les chantiers, parce qu'on voyait bien que au bureau, dans nos murs, ça se passait bien parce qu'on coopérait, parce que il y avait beaucoup d'échanges entre les différents spécialistes, entre les équipes, qui nous amenaient à trouver des solutions aux problèmes techniques qu'on avait. Mais à partir du moment où on sortait de nos murs, on était sur le chantier, eh bien, cette coopération n'existait plus parce que chacun défendait sa chapelle. C'est-à-dire le peintre défendait son pot de peinture, le plaquiste défendait sa cloison, etc. Mais personne n'avait la notion du projet et personne n'était guidé par l'envie, l'idée de réaliser ensemble le projet. Et donc, ce que l'on a proposé sur les chantiers, c'est de sortir les outils que l'on avait développés en interne pour les mettre dans la baraque de chantier et accompagner les entreprises avec l'appui des maîtres d'ouvrage sur des outils qui aident à la coopération sur le chantier, qui améliorent la transparence des uns et des autres et qui poussent les entreprises à s'engager avec cette conscience de participer à la réalisation du projet ensemble et non pas à se battre les uns contre les autres pour essayer de tirer la couverture à soi. Le premier changement qu'on a proposé, c'est de travailler la question du planning, puisque le principal problème que l'on a en France, c'est que les chantiers se terminent jamais à l'heure. Et donc, on a commencé par réfléchir à cette question du planning, et non plus de travailler un planning de manière linéaire, mais un planning spatio-temporel, c'est-à-dire de découper le chantier en zones, ce qui nous permet de faire travailler les entreprises dans une zone puis dans l'autre, de manière à ce qu'elles se suivent et à pouvoir anticiper de manière beaucoup plus précise leurs différentes interventions. Alors, c'est ce qu'on voit sur la slide suivante, c'est-à-dire que ça nous a permis de mettre une mise en flux des différentes tâches et donc de garder ce qu'on appelle, nous, le buffer dans le jargon, c'est-à-dire que on garde à la fin une zone tampon qui nous permet de gérer les intempéries, les aléas, les imprévus, et qui nous permet maintenant de livrer les chantiers avec une date de fin qui est stable et qu'on arrive à garantir, puisque ce qu'on demande, on peut passer, Delphine, ce qu'on demande aux entreprises, c'est de s'engager sur le planning. C'est-à-dire qu'on bâtit le planning avec elles en découpant le chantier en différentes zones et en travaillant avec elles sur le nombre d'équipes à mettre en place pour réussir à tenir le délai et sur l'enchaînement des différentes tâches.
avec une meilleure anticipation et aussi puisqu'on les accompagne sur tous les aspects livraison. Et est-ce que à la date de votre intervention, vous aurez livré sur le chantier les matériaux dont vous avez besoin? Est-ce que pour livrer ces matériaux, vous avez pu passer commande? Pour passer commande, est-ce que vous avez les informations qui sont nécessaires au lancement de ces commandes, etc. Tout ce travail qui était pas ou mal fait avant, on le fait maintenant dans la période de préparation du chantier. Donc, il y a une période qui est plus intense que ce qu'on faisait auparavant, puisqu'on demande une plus grande implication des entreprises. Mais au final, on le voit sur l'autre slide, ça nous permet d'avoir une planification visuelle dans la baraque de chantier où on retrouve différents plannings à plus ou moins long terme. Et puis, différents indicateurs là, qui sont sur la droite de la photo, et au milieu, le planning à 3 semaines, avec un système de post-it. Tu peux passer à la suivante, et de couleurs par entreprise. Donc, chaque entreprise a une couleur, et c'est l'entreprise qui s'engage en disant, moi, je viendrai poser les plaques de mardi à jeudi, et toi, Polo, tu peux commencer à venir peindre vendredi, et tu pourras enchaîner lundi et mardi. Et on mesure les taux des promesses tenues par entreprise. C'est-à-dire, tu avais dit que tu venais poser les plaques jeudi. Si tu es venu que vendredi, tu n'as pas tenu ta promesse, tu es en rouge. Donc ça, et tous les indicateurs qu'on met en place sont aussi simples que ça. C'est-à-dire que pour que ça marche, il faut que ce soit compréhensible par tout le monde, simple à utiliser et simple à mesurer. Donc on est sur, vous voyez, du papier, des post-it, les indicateurs rouge-vert que l'on suit au stylo. Et ça nous permet d'avoir, comme ça reste affiché tout le temps dans la salle de réunion du chantier, c'est visible par tout le monde, y compris et surtout par le maître d'ouvrage. Donc ça lui permet de voir comment le chantier évolue, quels sont les points bloquants, quelles sont les modifications de programme, qui a demandé ces modifications de programme, qu'est-ce qu'elles vont générer comme surcoût, qu'est-ce qu'elles vont générer comme problème d'approvisionnement, etc. Tout ça, on le laisse afficher dans la salle de réunion, on le trace, et ça lui permet surtout de voir quelles sont les entreprises qui ont tenu ou pas leurs promesses. Et on mesure également le taux de présence en réunion. Là aussi, on est sur du rouge-vert, tu es là, tu n'es pas là. Là où ça produit son effet, c'est que lorsque tous vos copains sont en vert et que vous êtes en rouge, eh bien, ça commence à piquer un peu, et les entreprises, pour l'instant, sur le retour d'expérience qu'on a, les entreprises réagissent en disant, moi, j'aimerais bien aussi être en vert, donc il faut que j'arrive à tenir mes promesses. On a, donc ça, c'est les indicateurs dont je vous ai parlé. On a maintenant plusieurs expériences de chantier qu'on a menées en ligne chantier, notamment 2 parkings pour Merck Millipore à Molsheim, qui ont été terminés dans les délais, dans les coûts, dans la qualité, avec une démarche ligne chantier qui a été très appréciée par le maître d'ouvrage, qui nous a appuyés lorsqu'il y avait besoin de rappeler quelques obligations à certaines entreprises. Un retour d'expérience avec une grande satisfaction des entreprises parce qu'elles peuvent beaucoup mieux planifier l'occupation de leurs équipes et les livraisons dont elles ont besoin. Et donc, au final, on a réussi à changer le travail de nos conducteurs de travaux. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus simplement là lorsqu'on suivait les plannings. Avant, on pointait des retards, mais ils ont beaucoup plus un rôle d'accompagnement des entreprises pour réussir à réaliser ensemble le chantier, et pour également les accompagner sur tout ce qui est ce qui engendre des démarches inutiles sur le chantier, des kilomètres inutiles pour les compagnons sur le chantier. Donc, on travaille aussi avec elles sur l'amélioration des conditions de vie sur le chantier. Du coup, merci beaucoup pour ces éléments et pour cette présentation du ligne chantier. Alors pour conclure sur ce témoignage, puisqu'on a bien compris quelles étaient les difficultés rencontrées, au démarrage de la trajectoire EFC, donc suite notamment aux difficultés de coopération, en externe. Aujourd'hui, qu'est-ce que le Lean a apporté finalement à CERU et continue, à apporter?
Alors, le Lean, d'abord, ça nous a apporté un nouveau métier puisqu'on a ouvert le Lean Institut qui permet d'apporter du conseil et de la formation aux entreprises en Lean Office, donc par exemple dans les ateliers, et en Lean Construction et en Lean Chantier, c'est-à-dire sur les chantiers. Donc, on a appelé ça Lean Construction, l'addition du Lean Office et du Lean Chantier. Ensuite, ça a permis de proposer une nouvelle façon de faire le projet, puisque maintenant la démarche Lean, eh bien, on la propose à nos maîtres d'ouvrage depuis le démarrage des études jusqu'aux opérations de réception. Donc, c'est une nouvelle façon de faire les projets qui est beaucoup plus sécure puisqu'on affiche les problèmes, y compris les problèmes que nous, on rencontre, avec le suivi des modifications, le suivi des points bloquants, etc. Donc, on a beaucoup plus de visibilité, donc beaucoup plus d'anticipation par rapport au projet. Et ça nous permet également de proposer un accompagnement aux entreprises, puisqu'en fait, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que, compte tenu des problèmes de manœuvre qu'ont les entreprises, il y a beaucoup de choses qu'elles ne savent plus faire. Et donc, cette méthode de Lean Chantier, ça nous permet de les accompagner pour leur permettre de mieux planifier leur intervention, de mieux gérer leur livraison, etc. Donc, ça nous a permis de changer notre métier en proposant une nouvelle manière de faire dans un esprit de coopération, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Et donc aujourd'hui, on a des maîtres d'ouvrage qui ont essayé cette démarche de Lean Chantier par Merck dont je parlais, eh bien, nous a reconfié des chantiers et on va également gérer tout l'aspect logistique, livraison, plan d'installation de chantier avec une démarche Lean. On va démarrer ça sur un nouveau chantier Merck. Et maintenant, systématiquement, tous les chantiers où on gère l'aspect planning, on propose cette démarche de Lean Chantier, on ne le fait plus autrement. Merci beaucoup Martial pour ce témoignage. Alors on va prendre quelques questions pour conclure. Il y en a quelques-unes dans le chat. Alors j'en vois deux premières posées par Marie qui s'interroge sur est-ce que le Lean est toujours proposé aux mêmes clients finalement ou est-ce que c'est un outil qu'on peut proposer à tout le monde? Oui, on le propose vraiment à tout le monde. Maintenant, sur tous les chantiers où on gère le planning, on propose la démarche Lean Chantier. Alors, d'abord parce que nos conducteurs de travaux et les chefs de projet ne veulent plus travailler autrement. Parce que c'est vraiment un changement de métier qui est très agréable, qui est très valorisant. Donc, c'est comme ça maintenant qu'on veut travailler, nous. Et en plus, ça nous permet d'avoir une bien meilleure garantie sur la tenue du planning, qui est un point vraiment différenciant par rapport à nos concurrents. D'accord. Alors, il y a une autre question qui est posée par Dominique, qui est de savoir s'il y a un impact sur les prix lorsqu'on propose le Lean. Voilà. Alors, sur nos prix à nous, pour l'instant, on le gère dans le cadre de notre mission de suivi du planning. Le pari économique que l'on a fait, c'est que si les chantiers se terminent dans les délais prévus, eh bien, c'est un gain économique pour nous puisque nous ne sommes pas rémunérés sur la prolongation de délai. C'est-à-dire qu'un chantier dure 9 mois ou 12 mois, on va toucher le même forfait de rémunération. Donc forcément, si on arrive à faire en sorte que les chantiers se terminent dans le délai, eh bien, mécaniquement, c'est un gain économique pour CERU. Une autre question sur les collectivités, enfin sur tout ce qui est marché public. Juste, Oui, Delphine, si la question concernait les entreprises, c'est aussi un gain économique pour les entreprises, puisque à partir du moment où on gagne par exemple 3 mois sur un chantier, ils vont pouvoir affecter le personnel à d'autres chantiers et non plus travailler comme elles le faisaient avant, c'est-à-dire ponctuellement. Je viens sur le chantier, le mur n'est pas fait, je ne peux pas le peindre, etc. Donc, économiquement, les entreprises s'y retrouvent également. D'accord. Alors, Amélie demande si, je pense aux collectivités, quel est leur degré de réceptivité lorsqu'on est sur un marché public en posture d'appel d'offres, voilà, sur la réceptivité des acteurs publics sur une solution comme le Lean Chantier. Alors, pour l'instant, la démarche est vraiment nouvelle et innovante. Donc,
nous, on le propose sur... alors, comme on le propose au même prix qu'en démarche classique. Donc, en termes de marché public, ça n'a pas d'incidence. Par contre, il faut que le maître d'ouvrage soit d'accord pour essayer cette solution. Donc, on l'a mis en place sur un collège à Mulhouse, on l'a mis en place sur un EHPAD à Guebwiller. Ça a globalement bien marché, un peu moins bien qu'en industrie, puisque c'est des démarches qui sont nouvelles en marché public. Donc, l'appui du maître d'ouvrage est vraiment important pour que ça fonctionne. C'est facile d'avoir un appui très très fort avec un industriel, c'est plus compliqué en marché public. Le pari que l'on fait, c'est que petit à petit, c'est une démarche qu'on va retrouver qui va le pari qu'on fait, c'est que ça devienne la règle et que à terme, tous les chantiers se gèrent de cette façon. Parce que je pense qu'une fois qu'on y a goûté, c'est difficile de s'en passer. Alors, il nous reste 5 minutes. Il y a une dernière question qui est posée par Dominique. Est-ce qu'on peut dire pour vous que Lean est un outil de coopération? Oui, complètement. Oui, c'est exactement ça. Alors, on l'a associé avec des outils visuels pour pouvoir tracer les choses et pour que on puisse se mesurer, puisque la seule façon de s'améliorer, c'est de se mesurer, et c'est l'idée de la démarche Lean. Mais c'est l'outil qui nous a permis de mettre en place de la coopération sur les chantiers, ce qu'on n'avait pas du tout auparavant. Alors, je vois qu'il y a juste une dernière personne qui est en train de taper une question, c'est Sophie Muller. Sinon, vous pouvez la poser directement à l'oral avant qu'on passe à la suite. Ouais, je serai plus rapide à l'oral, effectivement. Ouais, bah, Marcel, je voulais savoir, est-ce que tu avais mesuré également l'impact sur tes salariés par rapport à de l'absentéisme, moins d'arrêt maladie, ce type de choses? En interne, Oui, en interne. Euh, Après, je ne sais non, pas parce si c'était une que problématique, en fait. non, parce qu'on n'a pas d'absentéisme, donc Ouais. je peux pas le mesurer. Une amélioration sur ce sujet. Par contre, si, il y a une amélioration en termes de qualité de vie au travail. C'est-à-dire que on voit que les collaborateurs ont beaucoup plus de plaisir à travailler, plus de plaisir sur les chantiers, qu'ils ont vraiment l'impression d'avoir changé de métier et que ça, c'était un besoin très très fort, quoi, une attente. C'est-à-dire de dire, je veux plus revenir du chantier avec la boule au ventre. Et donc là, on est en train de changer les choses. Ça va prendre du temps, etc. Et puis on n'est pas dans un monde de bisounours, mais en tout cas, c'est clair qu'ils font plus le même métier qu'avant. Bon, alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de conclure sur les 5 dernières minutes qui nous restent et peut-être de remettre le témoignage de Martial dans une perspective vraiment EFC. Voilà, donc qu'est-ce qu'on retient finalement de ce témoignage? C'est vrai que, comme je vous le disais tout à l'heure, lorsqu'on va former les dirigeants d'entreprise à l'EFC, on va toujours démarrer par un premier travail de diagnostic finalement sur les limites, les difficultés qui sont rencontrées. Là, on voit bien que dans le cas de Seru, il y avait beaucoup de contraintes qui étaient liées au marché public, donc ce n'était pas forcément au cœur du témoignage ce matin, mais c'est néanmoins une contrainte qui avait été également identifiée par Seru au démarrage du travail de la trajectoire OFC, notamment avec le poids du critère du moins 10 ans financier. Donc, ça ne permet pas toujours de rendre compte de la qualité technique de la réponse. Une autre difficulté qui était aussi la crédibilité, qui est parfois principalement portée par l'architecte, donc en termes de notoriété, de référence, et qui peut parfois venir obscurcir le rôle joué par Seru. Et une autre difficulté également dont tu nous avais fait part, c'était le fait que certains bureaux d'études sous-traitent parfois des filiales étrangères, ce qui fait qu'il peut y avoir des propositions de prix nettement inférieures à ceux de Seru. Donc, on a bien compris également qu'en termes de limites, il y avait toutes ces difficultés de coopération et de pouvoir tenir l'agenda sur les chantiers, voilà, sur lesquels tu as notamment voilà, identifié les difficultés tout à l'heure. Alors, ce qu'on peut retenir également du témoignage de Martial, c'est la proposition de solutions intégrées au travers du Lean Chantier. Donc, Seru a vraiment retravaillé une nouvelle proposition de valeur en la fondant sur cette solution intégrée, dont on vous a partagé les fondements en introduction. Donc, celle-ci consiste aujourd'hui à renforcer le rôle de Seru dans l'amélioration de la coordination et de la coopération entre les différentes parties prenantes sur un chantier. Donc ça, c'était vraiment au cœur du témoignage ce matin. L'idée aujourd'hui, c'est de déployer cette solution du Lean Chantier
dans le prolongement de ce que Ceru faisait déjà finalement avec le lean management. Et donc, on voit que c'est vertueux puisque ça permet notamment aux entreprises de mieux coopérer entre elles. On cache également un peu moins les problèmes. On est également en capacité de partager davantage en amont. Donc, en conséquence, on se coordonne mieux sur les différentes interventions et donc mécaniquement, le chantier se déroule mieux. En termes d'effets utiles, la proposition de valeur va permettre de renforcer les effets utiles pour le maître d'ouvrage, avec une meilleure maîtrise de la qualité, du délai, des coûts, mais également pour les entreprises qui vont être mobilisées sur le chantier, maîtrise des coûts également, des plannings, des conditions de travail, etc. Donc voilà, si on remet un petit peu le témoignage de Martial vraiment dans une perspective EFC, voilà vraiment en synthèse et dans les très grandes lignes ce qu'on va pouvoir dire. Un dernier mot sur les outils que peut proposer le club si, en tant que dirigeant, vous êtes intéressé pour vous former à l'EFC ou pour rejoindre le club. Alors, on peut vous proposer une formation, donc on va l'appeler le SAS d'acculturation à l'EFC. Donc, c'est une formation qu'on propose chaque année en animation entre Initiative Durable et le laboratoire Athémis. Donc, on l'ouvre donc une fois par an jusqu'à 10 dirigeants d'entreprise. Donc, c'est donc la formation qu'a suivi Martial et on la propose à un tarif de 1 500 € hors taxe par entreprise. Ça consiste à une formation de 3 jours en collectif, donc avec différents dirigeants qui s'intéressent également à l'EFC et une demi-journée de conseils individualisés pour établir un premier diagnostic autour de vos limites et pouvoir poser éventuellement les premières opportunités. Donc ça, c'est un outil au niveau de la formation et on peut également vous proposer un diagnostic de maturité EFC. Donc ça va se dérouler sur une demi-journée également. L'idée, c'est vraiment de prendre le pouls de votre entreprise. C'est un diagnostic qu'on propose au travers de l'offre du club et qui va également vous permettre d'accéder à une session de votre choix du club dans l'année. Donc les sessions qui vont réunir tous les dirigeants, donc les 12 dirigeants du club, autour d'un sujet de leur choix et qu'on va animer du côté club avec Athémis. Donc ça, c'est vraiment pour les outils. Et peut-être un mot également sur l'écosystème de l'EFC en France. Donc l'action du club, elle a une portée géographique Grand Est, mais on est 12 clubs en tout en France, donc à peu près sur toutes les régions, mais également à l'étranger, au Brésil, et on a également un club sur l'île de la Réunion. Donc on se voit régulièrement entre animateurs, animatrices du club pour nous-mêmes échanger sur les problématiques rencontrées dans nos métiers et échanger des contacts, des bons tuyaux, etc. Et on va travailler de concert avec Athémis, qui est, Martial connaît bien, Olivier Blandin ou Patrice Dudel, qui sont nos 2 intervenants qui viennent régulièrement au club et qui dispensent également les accompagnements individuels à nos côtés. Et il y a également un institut européen, donc l'I2EFC, qui est basé à Paris et qui va proposer toute une base de ressources, donc des podcasts, des retours d'expérience. Il y a pas mal de choses à disposition sur leur site. Vous pouvez vraiment vous documenter énormément sur l'EFC. C'est extrêmement intéressant. Donc, je vous invite à faire un petit tour sur leur site pour voir... pour trouver ce fameux référentiel de l'EFC et vous trouvez également beaucoup de documentation proposée par secteur d'activité. Un dernier mot sur les prochains webinaires qu'on animera cette année au niveau du club. Donc ce matin, merci beaucoup à Martial d'avoir témoigné autour de sa trajectoire EFC. Le mois prochain, on accueillera Jean-François Viraud de Cities, de manière à ce qu'il échange également sur son modèle EFC. Cities est actuellement adhérent du club. On accueillera également Étienne Barrière, qui s'est présenté tout à l'heure, mais je crois qu'il est parti entre-temps, donc de l'entreprise Calliope, également adhérent du club. Et le 6 juin, Jérôme Mougel, directeur d'Odyssée Environnement, donc qui ont tous accepté de témoigner, un petit peu comme ce matin, pour nous faire part de leur trajectoire EFC, de l'avant, après EFC. Et donc, les derniers intervenants, nous sommes en train de les rechercher, mais on essaye en général de faire intervenir des adhérents du club. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps ce matin de découvrir l'EFC, de découvrir le témoignage de Martial, que je remercie chaleureusement de s'être rendu disponible et d'avoir témoigné autour de sa trajectoire. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Je reste à votre disposition si vous avez besoin d'informations sur nos différents outils. Bonne journée à tous.
Merci à toutes et tous. À bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir, merci. Bon, ça va, Martial? Ouais, ça va. Ça passe vite, hein, je pensais pas que ça passerait si vite. Oui, ça passe très, très vite. Bon, Mmh. bah, ça va, on a plutôt bien tenu le timing puisqu'on a commencé à 35, il est 35, c'est pas trop, trop mal. Ouais, OK, d'accord. OK, tu penses qu'il y a des choses qu'on aurait pu, davantage mettre en avant sur le témoignage ou sur l'EFC ou ce que tu en as pensé? Non, je trouvais que c'était bien parce que, bah, ta 1re partie, elle est pas trop longue, mais ça permet quand même d'avoir quelques notions théoriques. Je trouve que c'est important. Parce qu'avant le témoignage, je trouve que c'est bien quand même de poser un peu quelques éléments de langage notamment, tu vois? C'est quand même ce qui fait aussi ce qui est